Bonjour et bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on reçoit Julien Chapdelaine, que vous ne connaissez probablement pas, du moins pas encore, mais qui a un rôle hyper intéressant. C'est lui qui est derrière la communication sur les réseaux sociaux d'un personnage politique scientifique très spécial. Et vous verrez parce que c'est vraiment fascinant comme travail et ça soulève plein de problématiques qu'on a rarement l'occasion de discuter. Alors avant toute chose, il faut que vous sachiez qui est le personnage politique dont on parle. Au Québec, depuis 2011, il y a une personne qui s'appelle le scientifique en chef du Québec. Et cette personne n'a pas changé depuis la création du poste, c'est un homme scientifique de formation qui s'appelle Rémi Quirion. Retenez son nom, Rémi Quirion. Son rôle au scientifique en chef, son travail, il a plusieurs volets. Le premier, c'est qu'il va jouer un rôle de conseil auprès du gouvernement. Donc, quand le gouvernement a une question qui a une composante scientifique sur les inondations, les caribous, les changements climatiques, que sais-je, plutôt que d'aller à la recherche d'une personne experte, le gouvernement se tourne vers Rémi Quirion, qui, lui, va regrouper l'information via son réseau d'experts et d'expertes et venir faire l'état des lieux de la science sur le sujet auprès du gouvernement. Et après, soit le gouvernement suit les recommandations, soit non. Deuxième volet de son travail, il dirige aussi ce qu'on appelle les fonds de recherche du Québec, qui financent la recherche publique. On appelle ça les FRQ, Fonds de recherche du Québec. Il y en a 3, pour 3 secteurs différents, santé, nature et technologie et société et culture. Et on va reparler des fonds aussi dans le podcast, donc sachez que c'est lui qui dirige ces fonds-là. Troisième volet de son travail, c'est celui probablement qui nous intéresse le plus, c'est de faire le rapprochement entre science et société. Donc ça veut dire de faire de la communication auprès du grand public, de valoriser les carrières en recherche, de communiquer contre les fausses nouvelles, ce genre de choses, tout plein de choses dans ce sens-là. Donc ça, c'est le rôle du politicien, du scientifique dont on parle. Mais Julien, notre invité, lui, il a un rôle majeur dans la communication de cette personne-là, du scientifique en chef, puisque c'est notamment lui et une autre personne qui l'ont convaincu de l'importance d'aller sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a mis en place toute la stratégie de communication et qui publie une bonne partie des contenus. Et ça va nous permettre, avec Julien, de parler de plein de choses. Par exemple, est-ce que tous les sujets peuvent être abordés sur les réseaux sociaux quand le boss du scientifique en chef, c'est directement le gouvernement ? Comment est-ce qu'on crée une stratégie de publication sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes sociales en même temps ? Comment est-ce qu'on les distingue ? Comment gérer le fait que le public est persuadé que c'est vraiment la personne, le scientifique en chef, Rémi Quirion, qui est l'auteur de toutes les publications, alors qu'en réalité, c'est Julien, c'est des journalistes, des communicateurs et des communicatrices derrière qui les ont écrits. C'est jamais lui directement. Comment gérer cette situation d'être la personne qui s'occupe de la communication, donc d'être dans l'ombre d'une personne, alors que c'est nous l'auteur des posts ? On va parler aussi de la gestion des commentaires haineux, et quand on a un personnage politique, scientifique, ça arrive. De l'avènement de l'intelligence artificielle dans ce monde-là. On va aussi parler de comment gérer les changements liés au rachat de Twitter, et aussi des outils que Julien utilise parce qu'il publie 10 posts par jour au total, et il prend quand même des vacances, c'est une personne normale, alors il a des outils pour ça. Donc on va parler de plein de sujets fascinants, rarement abordés, et j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, mais je vais laisser la parole à Julien, parce qu'il en parle en si bon termes. Le scientifique en chef, moi, en tant que personne, je le vois essentiellement via les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que c'est une grosse partie du travail du scientifique en chef d'être sur les réseaux sociaux ? Non. De convaincre un sous-ministre, parce qu'il est sous-ministre, il est comme imputable, de le convaincre dans les années 2018, 2017, d'être sur les plateformes sociales, ça a été un travail de longue haleine. Toutefois, avec l'avènement des réseaux sociaux, la place qu'ils ont pris depuis son arrivée, c'était un peu incontournable. Donc, on analyse l'éventail des plateformes présentes. C'est sûr que Twitter, pour une personnalité publique comme lui, politique, c'était un endroit de choix. Donc, on l'a créé son compte Twitter, où il pouvait aborder certains sujets qui le touchent. Et il peut s'adresser aux médias autant qu'aux politiques. T'sais. Mais après ça, c'est sûr que si on veut rejoindre le grand public, parce que ça fait partie de ses mandats, il faut aller sur d'autres plateformes. Là. Donc, c'est là que Facebook est arrivé, mais on lui a donné une twist un peu plus facile d'approche. On ne parlera pas des programmes de subvention, on ne parlera pas non plus peut-être de ses propres travaux. On essaie de faire en sorte d'intéresser les gens à la science en leur donnant du contenu qui est souvent rédigé par des vulgarisateurs, par des communicateurs scientifiques, parce que c'est pas lui qui va le faire. Bien que les gens sur les plateformes sociales, on le sait,
croit souvent que c'est lui qui les écrit, que c'est lui qui va peut-être commenter certains commentaires. Il s'adresse à lui, il envoie des messages au scientifique en chef. Mais je vous dirais qu'on a une petite équipe, voire même, je suis celui qui gère ces réseaux sociaux. J'ai de l'aide à l'interne et je fais affaire aussi, bien sûr, avec des vulgarisateurs. Mais le scientifique en chef n'a pas le temps de gérer ça. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on lui en parle beaucoup. Donc, sans s'en occuper, sans s'en préoccuper surtout, fait confiance à son équipe. Il est content qu'on soit là. C'est ce qui est important et intéressant. Il nous laisse une liberté, en autant qu'on fasse pas de gaffe, bien sûr. Mais ça lui permet, selon moi, d'élargir sa notoriété. Beaucoup. De toucher des strates de la population qui ne toucheraient jamais. Autant au point de vue politique que médiatique que monsieur, madame, tout le monde qui apprennent qu'il existe un scientifique en chef, commencent à lire son contenu sur des plateformes un peu plus grand public comme Facebook ou Instagram et apprécient le type de contenu que l'on met là. Nous l'espérons, du moins. Là. Donc, le scientifique en chef, finalement, il ne regarde pas du tout les contenus qui vont être publiés. Il n'a pas de houppette où il dit qu'est-ce qui va être publié, quand, comment. Il ne s'intéresse pas trop à ça. Ça, c'est ton rôle. Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à la base, lorsqu'on instaure une espèce de stratégie, qu'on convainc son patron, il y a comme des degrés, des politiques, on fait valider. Non, mais rapidement, on se rend compte que, et tu le sais, la charge de publication est énorme, les commentaires à gérer. On ne peut pas être agile. Puis les réseaux sociaux, on doit être agile, présent et comme si on faisait ça à journée longue, pratiquement, là, pour garder une audience captive et intéressée. Donc, rapidement, on se rend compte que c'est pas possible. Puis, on fait pas de gaffe. Donc, ils nous font confiance. Puis, on poursuit dans ces veines-là. Mais si on a une campagne à mener où il y a certains sujets que je peux pas aborder, mais c'est en discutant avec lui que je sais ça. Tout ce qui touche un peu plus la politique, par exemple. Le politique, j'ai le goût de dire, des budgets ou des questions sensibles, on va pas aller vers ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le patron du scientifique en chef, c'est également le gouvernement. Donc, on va laisser tomber ça. Il est arrivé, par exemple, que certains sujets qui ont été abordés à travers des capsules ont suscité de l'intérêt, certains questionnements de la part du politique, des appels directement chez lui. Sur ta page Facebook, il y a un billet qui a été écrit qui parlait, je ne sais pas moi, du transport collectif, de l'étalement urbain. Il y a des discussions qui ont lieu. Mais, tu sais, il arrive à dire, écoutez, nous, c'est des publications qui s'habillent sur la science, sur la littérature. J'ai eu plus ou moins de contrôle là-dessus. Ce qu'on veut, c'est avoir un certain débat, intéresser les gens à des sujets d'actualité. Donc, ça peut arriver des fois que ça froisse, je dirais, surtout du point de vue politique, certaines publications, mais c'est plutôt rare. On ne veut pas aller vers ça non plus. Là, donc, au niveau du contenu, si je comprends bien, vous essayez d'avoir du contenu vulgarisé qui parle de science. Ouais. Mais comme vous êtes quand même sous la houppette du gouvernement, vous essayez de peut-être pas aller dans les sujets les plus controversés. Est-ce que c'est ça? On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. C'est sûr que lorsque la pandémie est arrivée, certains politiciens ont dit certaines choses ou que des partenaires que l'on a, dont l'agence Science Presse, qui rédige des billets pour nous, ont décidé de faire ont débunké certaines affirmations du politique. Mais c'est le genre de trucs qu'on n'a peut-être pas publié. C'est pas, ils portaient pas le sceau. On les retrouve sur Internet. Ils sont sur le site de l'agence, mais le scientifique en chef ne va pas nécessairement, parce qu'il se retrouve aussi sur son site Internet. Hein. Lorsqu'on clique sur la nouvelle, la capsule ou le détecteur de rumeurs, on arrive sur le site du scientifique en chef, bien que c'est écrit que c'est rédigé par des communicateurs scientifiques, mais on choisit aussi certainement notre contenu, puis on a un bon dialogue avec nos partenaires. Donc, ils savent quel sujet risque de soit ne pas être validé par nous, là, si ça touche trop le politique. Tu as dit qu'il y a eu un moment où il a fallu convaincre d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ce travail? C'est toi qui as convaincu J'ai, avec Julie, ma collègue, au début, qui était dans son équipe, moi, je travaillais au fond depuis longtemps. Puis, moi, j'étais sur les plateformes sociales beaucoup. Je voulais que mon organisation le soit. Puis, Rémi est arrivé. Puis là, j'ai poussé pour ça. C'est Julie qui avait, on va dire, plus l'écoute du scientifique en chef parce qu'elle travaillait avec lui directement. Moi, à l'époque, je travaillais dans un autre fonds de recherche, dans le fond, au sein de la même organisation, mais auprès de lui. Puis, avec Julie, on a comme fait un travail
pour convaincre Rémi. Puis après, on va dire, là, par ce travail-là, j'ai gagné l'équipe. Là. J'ai joint l'équipe du scientifique en chef, l'équipe des communications, des fonds de recherche, là, qui travaillent de pair avec la petite équipe de Rémi Quirion, le scientifique en chef. Et c'est là qu'on a dit, si on ne peut pas être là à moitié non plus. On peut pas arriver sur Facebook puis écrire un truc à toutes les 2 semaines puis partir. Donc, il faut quand même faire tourner le vélo pour faire avancer le personnage. Donc, depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté. On a commencé avec Twitter. Après, ça a été Facebook grand public. Après, on va aller sur Instagram. Les fonds de recherche ont eu leur page Facebook. Là, on s'adresse plus à la relève en recherche. Donc là, on a 2 auditoires à qui on s'adresse. Donc, 2 tons différents, des contenus également qui sont différents. On a une chaîne YouTube qui parle au nom des fonds de recherche. Sur LinkedIn, la question s'est posée parce que Rémi est présent en tant que personne. Mm-hmm. Les fonds de recherche le sont. Là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, comme Facebook, est-ce qu'on fait une page du scientifique en chef sur LinkedIn? T'sais? Parce qu'on ne peut pas gérer la page à Rémi. Là, c'est sa page à lui. Là, puis s'il s'en va, il part avec ses contacts. C'est comme un ministre là, qui est sur LinkedIn. C'est sa page à lui, puis il part avec ses contacts, puis c'est ciao, bye, on vient de perdre cet auditoire qu'on a construit. Je vous dirais que la seule façon de peut-être d'arriver à ça, si on voulait, ça serait de créer une page du scientifique en chef sur LinkedIn. Il y aurait ses propres contenus, ses propres discussions qui seraient différents. Mais je trouve le moyen, avec ma collègue Gabriela, le moyen que les fonds de recherche, dans le fond, abordent un peu au nom du scientifique en chef des questions qui touchent la science là, sur LinkedIn. Parce que finalement, vous avez une page du scientifique en chef, c'est ça la conclusion? Non, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps. Okay. Donc, sur LinkedIn, Rémi a son propre truc, il ne publie rien, mais beaucoup de gens le contactent, on peut le taguer. Les fonds ont leur page. Mais si j'avais à créer une page, ce serait la page du scientifique, en effet. Là, mais on n'est pas là. Donc là, on voit qu'il y a une réflexion qui est vraiment différente selon le réseau social. Ouais. Et on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail juste après. Mais avant ça, pourquoi est-ce que ce serait important d'être sur autant de plateformes? C'est une bonne question. Parce que maintenant, avant, il fallait être, si on se revient en arrière, il fallait être sur Internet. Il fallait avoir un site Internet. Il fallait avoir un blog. Back in the days, you know. Donc, on commence tous par ça, avoir son blog. Il y a eu un blog du scientifique en chef? Non, il n'y a pas eu un blog. Il y a son site Internet. Mm-hmm. Il y a le site Internet des fonds de recherche. Ça a été la base. Puis je pense que c'est important pour tous les créateurs de contenu, scientifiques ou pas, d'avoir une emprise sur quelque chose qui est solide. Donc, un site. Tu as ton site, c'est important parce que si la compagnie située en Californie décide de fermer, ceux qui étaient suivis par 2 millions de personnes sur Vine, puis quand Twitter a décidé de mettre la clé dans la porte, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça là, dans les années 2000 quelques. C'était la plateforme de l'heure. Puis aujourd'hui, on voit que TikTok, c'est un peu Vine qui revient 10 ans après. Mais reste que, donc, c'est important d'avoir une base solide comme un site. Puis les réseaux sociaux, maintenant, c'est que les gens s'abreuvent avec ces plateformes-là. T'sais. C'est rare qu'on consulte des sites Internet parce qu'on tape le site dans son barre de navigation. Puis à chaque jour, on le voit souvent, c'est notre fil d'actualité qui nous mène à des nouvelles, qui nous mène à des actualités des sites que l'on suit. Donc, si on a juste un site, comment les gens nous découvrent? Donc, c'est là l'idée d'être sur Twitter dans un premier temps et d'aller sur Facebook pour après, sur Facebook, le grand public est là, on le sait, plus de 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook. Là, c'est encore la plateforme la plus utilisée, mais si on veut qu'ils découvrent nos capsules vulgarisées, qui également mettent en perspective certains mythes entourant... Je ne sais pas, est-ce que les vaccins sont dangereux? Là? Si j'ai juste un site Internet, c'est difficile de les amener, là, de faire découvrir. Donc, toute la question de la découvrabilité, elle s'obtient avec les réseaux sociaux. Puis on sait comment ils fonctionnent aussi. Donc, si on met de la publicité, si on suscite la visibilité, on va aussi favoriser le trafic. Puis, moi, je me rends compte, sur nos sites Internet, le trafic vient notamment de Facebook, surtout de Facebook, sur le site Internet du scientifique en chef du Québec. Là. Mm-hmm. C'est quoi que vous avez utilisé comme argument avec Julie, quand vous avez commencé, pour convaincre le scientifique en chef d'être sur les réseaux sociaux? Parce que la question derrière ma question, c'est quoi la finalité de tout ça? Tu vois? Donc, c'est quoi les arguments que vous avez utilisés pour convaincre? La visibilité. Il devait... Dans son mandat, il y a un mandat
d'établir un lien avec la société, tu sais, dans le fond, la science et la société. C'est pas nécessairement qu'en faisant des conférences dans des écoles, OK, ça va, tu sais, bon. D'apparaître à la télé parfois, ça va également, mais on veut, tu sais, si on veut arriver à les toucher, à augmenter également l'intérêt envers la science, la littératie scientifique, dans le fond, on se rend compte qu'il y a comme un petit problème là. On n'a pas le choix d'être là. Donc, tu regardes les mandats de Rémi, du scientifique en chef, tu dis si on ne fait pas ça, comment on y arrive, tu sais. Donc finalement, c'est de développer sa propre indépendance par rapport Ouais. aux autres médias, par rapport aux autres institutions, et que finalement, en étant sur les réseaux sociaux, tu deviens toi-même indépendant de ta visibilité, quelque part. Clairement. Ce qui est intéressant maintenant, parce que, tu sais, on est parti de zéro, comme tout le monde part de zéro, là. On lance une page, un compte Twitter, bon, 0 abonnés, 6 mois après, tu en as 250. En fait, dans les 3 premiers jours, tu en as 250, après ça stagne. Puis, petit à petit, ça augmente. Puis là, tu commences à les comprendre, à comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis, c'est sûr que si tu veux t'adresser à un certain grand public, ben, tu leur donnes un peu cette nourriture-là, en quelque sorte, qu'ils apprécient, parce que au final, si on veut atteindre notre objectif de parler de science, de méthodes scientifiques, que les gens qui ne sont pas nécessairement formés en sciences là, arrivent à comprendre qu'un résultat, c'est basé sur des revues entre les pairs, que parfois ils sont remis en question, ça fait partie de la démarche. Ce qu'en pandémie, on a vu, là, ça a choqué beaucoup de gens, mais c'est ça la science. Mais si on n'en parle pas, si on ne leur touche pas, si on n'a pas réussi à construire cette audience-là pour arriver à un moment donné à dire, OK, là, ça serait le fun qu'on les consulte, par exemple, ou qu'on leur donne du contenu là, qui va aller au-delà d'un simple détecteur de rumeurs. On veut les consulter avec un sondage. Mais là, maintenant, avec la page du scientifique en chef qui est suivie par, je sais pas, 35 000 personnes, on peut dire qu'on a un semblant de grand public qu'on peut aller questionner, qu'on peut aller consulter notamment. Puis, même les fonds de recherche s'en servent parce que de plus en plus, il y a des programmes scientifiques qui veulent faire venir du citoyen à l'intérieur de leur programme. Donc, on utilise la page du scientifique en chef, qui est grand public, pour aller cerner les enjeux importants de Ginette qui est à Québec, de Paul qui est à Montréal ou de l'adolescent qui est à Trois-Rivières, qu'on n'aurait pas eu accès sinon. Justement, ça allait être ma prochaine question, c'est sur le public que vous avez. Donc tu dis, c'est sur Facebook quand tu parles de page. Oui, sur Facebook, surtout. vous avez comme un espèce de pool qui est un peu grand public. Ouais. Est-ce que vous avez un public différent sur chacune des plateformes ou est-ce que tu penses que c'est à peu près le même? Non, c'est différent. C'est différent? Oui, je le remarque. Sur Facebook, on est malheureusement, moi je trouve qu'on est trop âgé, mais le personnage aussi, c'est quand même un homme d'un certain âge qui a de l'air sérieux, un scientifique. Donc, ma population est surtout, je dirais, un petit peu plus masculine, à peu près 52% féminine sur Facebook, âgée de 35 et plus. Okay. On s'en va sur Instagram, notre audience est diminuée, c'est sûr, on n'a pas 35 000 personnes qui nous suivent. Toutefois, là, on baisse d'âge de 10 ans et c'est 70% des femmes. Donc, tu avais 52% de femmes sur Facebook. Ouais, Facebook. Ça augmente sur Insta. Ouais, Okay. c'est ça. Puis là, lorsqu'on tombe sur Twitter, ben là, ça devient différent. Je suis moins un peu les insights aussi de ces plateformes-là, étant donné qu'on les utilise d'un point de vue, on va dire, un petit peu plus stratégique, politique. Là. C'est moins grand public. Là, donc. Twitter, tu veux dire? Ouais, Okay. Je parlais de Twitter. Donc Twitter, c'est médias politiques. Ouais, gouvernement. Et Instagram, c'est grand public un peu plus jeune. C'est ce qu'on essaie de faire, mais pour être sincère avec toi, moi, je suis pas nécessairement encore fier de ce qu'on est encore. C'est trop statique. On n'a peut-être trouvé pas la bonne formule encore. Même avec des Reels, je trouve que c'est... Parce qu'on a essayé, on essaie tous là, de suivre la tendance. Je trouve que ça lève pas beaucoup. Il faut comprendre que l'image qui est derrière le compte, ça reste un scientifique, un homme, un sous-ministre. Là. Bon. Oui, puis on va pas lui faire une danse TikTok. Non, puis j'ai pas accès à Rémi à chaque jour pour dire on enregistre un clip de 2 minutes. Il n'y a pas le temps de faire ça. T'sais. Donc, c'est un contenu qui doit donc rester un peu, on va dire, comme un peu dépersonnalisé. Désincarné un peu. Comment arriver à faire incarner du contenu, justement, parce qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne bien sur les plateformes, c'est lorsqu'un humain te parle.
un humain qui a des émotions, un humain qui est de bonne humeur ou moins de bonne humeur, qui a des problèmes. Donc, on le sent dans les créateurs qu'on suit, là. C'est pour ça que tu es apprécié aussi, tu es devant la caméra, c'est bon. Là, c'est désincarné. Fait que c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que tu dis c'est désincarné. Mais pourtant, tu as dit ça au tout début, il y a des gens qui pensent que c'est vraiment le scientifique en chef qui publie. Donc, même la désincarnation ne suffit pas à rendre le contenu, entre guillemets, neutre, ou en tout cas par une entreprise. On a l'impression quand même que c'est vraiment lui qui publie. Mes remarques touchent surtout Facebook parce que c'est là que j'ai des commentaires. Puis des commentaires, j'en ai beaucoup. Sur Instagram, j'ai pas grand-chose. C'est difficile pour moi, scientifiquement, d'avoir un avis sur... fait que j'ai plutôt des j'aime, là, des engagements très basiques, dans le fond. Mais lorsqu'on va sur Facebook, là, j'ai des discussions. Là, j'ai des gens qui parlent entre eux. Et pendant la pandémie, c'est là que ça a pris un essor assez important aussi. Oui, évidemment. Ouais. Si on commence à parler un petit peu des commentaires que tu reçois, parce que c'est vraiment toi qui est sur les plateformes, comment est-ce que tu vis cette chose schizophrénique de créer du contenu pour une personne qui n'est pas toi et de recevoir des commentaires contre une personne qui n'est pas toi, mais c'est quand même toi qui en tout cas, comment est-ce que tu vis c'est particulier. ce doublement de personnalité? C'est particulier, mais je pense que c'est la meilleure des choses qui pourrait arriver pour un créateur de contenu, comme Rémi, on va l'appeler comme le scientifique en chef. C'est-à-dire que lui ne vit pas... autant moi, je le prends pas personnel. Hein, parce que c'est pas toi. Parce que c'est pas moi, contrairement à toi et à bon nombre de créateurs de contenu qui se font dire des choses, parfois par pure méchanceté, hein, juste pour tester le créateur, pour essayer de... Même moi, si on dit que c'est impertinent, que je suis vendu au gouvernement, ça me touche pas nécessairement. Moi, je le vois comme un outil, comme... tu sais, je le vois... Moi, je le vois de manière complètement détachée. T'sais. Donc... pour l'avoir testé dans mon autre vie, appelons ça comme ça, ou pour arriver à faire ça, là, j'ai quand même eu de l'expérience personnellement. J'ai essayé de me mettre en scène, une chaîne, un blog, tout le kit. Là. Donc, c'est là que je l'ai vécu 10 ans auparavant. Il faut dire cette espèce de relation très personnelle avec le contenu que l'on met. Et c'est plutôt difficile. Donc, je pense que actuellement, lorsqu'il y a des commentaires négatifs ou moi, ça... Même Rémi, je lui dis pas nécessairement parce que je ne fais pas perdre son temps avec ça. Il y a tellement d'autres choses à faire de plus important que de gérer ça, que je le laisse à l'écart de tout ça, à moins que je sente que ça ait une importance pour lui de savoir X ou Y truc qui s'est dit par rapport à lui ou qu'on le questionne, par exemple, sur certains trucs. Donc finalement, c'est une bonne chose d'être... que l'image... qui est censée être véhiculée, ce ne soit pas la tienne, pour toi, c'est assez positif. Tout à fait. Ouais. C'est ce qui est difficile, tu sais, puis je regarde des collègues qui font le même travail que moi, par exemple, pour des organisations. Tu sais, on peut parler d'autres organisations, on va dire du ministère comme je sais pas, Hydro-Québec. Hein, on les connaît, ils sont très actifs sur les plateformes sociales, ils ont un ton sarcastique. Sont arrivés à... c'est très particulier. C'est très particulier. Hydro-Québec, ouais. Exactement. Ouais. Vous irez voir, il y a même des pages... des pages humoristiques. Passifs, Hydro-Québec. Ils savent répondre aux personnes qui questionnent le service qu'ils rendent à la population, mais... Qui est donc de fournir l'électricité. De fournir l'électricité, donc des questions de toutes sortes, il y en a, mais répondre aussi avec beaucoup d'humour. Tu sais, je me suis dit, est-ce qu'on peut aller jusque-là lorsqu'on parle au nom d'un scientifique en chef du Québec? Tu sais? C'est ça qui est des fois un peu tannant. J'aurais le goût de répondre, j'aurais le goût de... Mais je pense que c'est tomber un peu dans le piège des gens qui nous provoquent, puis en même temps, je prendrais des risques au nom du scientifique en chef. Mais tu as peut-être cette problématique-là aussi que Hydro-Québec, c'est acté que c'est une entité et qu'on comprend qu'il y a une personne derrière, on ne sait juste pas qui c'est. Tandis que scientifique en chef, c'est une personne. Ouais. Donc tu as cette petite problématique où si tu mets trop de couleurs peut-être à la façon dont tu présentes, et cette couleur-là, il faudrait qu'on la retrouve après dans la personne exact. Qui est censée être représentée. Ça serait un genre de biais ou une fausseté. Là. Oui, tu as raison. Puis je voudrais que souvent, parce que ils peuvent questionner la personne des fois, puis j'aurais le goût de répondre, puis je leur réponds avec des liens, ils se posent des questions sur son réel intérêt envers la science parfois, là, ils remettent en question plein de choses. Là.
je commencerai pas non plus à commenter tout ça, là, tu sais. Il y en a où, et ce qui est bien, c'est que la communauté le fait à ma place. Donc, il y a des bons fans, comme tu as des bons fans qui prennent parole à ta place, puis ils font ce travail-là. Donc, il y en a qui le font. Mais souvent, je réponds, lorsque je réponds, c'est souvent sous format de GIF. Je Ok. mets un GIF animé qui a souvent un lien avec le sujet, qui touche Mhm. la science. Ils vont comprendre que la personne soit trouve que c'est un petit peu à côté de la... Fait qu'il n'y a pas de mots. C'est comme une image un peu. C'est de la manière à moi que j'ai trouvé de pas trop m'impliquer, de rester dans cette plateforme quand même qui nous permet ce type de code. Hein. C'est des Tout à codes, fait. des Hein. GIFs. Fait que c'est comme ça des fois que je réponds à des choses qui pourraient tomber dans des propos un peu désagréables. Est-ce que vous avez déjà eu des problématiques de commentaires haineux Oui. sur certains sujets? Ouais. Oh oui, c'est clair. Oui, Régulièrement. régulièrement. Surtout depuis la pandémie, Ok. c'est sûr. Comment tu gères cette situation-là? Ça a été dur parce qu'on était actifs aussi. Tu sais, on a fait des ententes avec des journalistes scientifiques. Donc, on publiait beaucoup de contenu, hein, 2, 3 fois par jour. Là, du contenu. Par jour? Par jour de nouveaux articles. Donc, maintenant, il y a un nouveau truc qui a été écrit. Des scientifiques ont un nouvel article qui dit que le microbe reste en vie pendant, je sais pas, 3 heures maximum. Donc, nous, on essaye, avec les journalistes scientifiques, de faire circuler cette information-là. Les gens en buvaient. Hein, on ne savait pas c'était quoi. Donc, on publiait ça. Moi, je reprenais, dans le fond, ce qui s'écrivait dans les médias francophones, notamment, au Québec, mais aussi en France ou ailleurs, digéré par des communicateurs souvent. Tu sais, on ne va pas mettre l'article scientifique tel quel. On veut une première phase de vulgarisation, mais après, tu as tous ceux-là qui te remettent en question tout ça, dans le fond. Puis là, c'est vendu au gouvernement. Bon, il y a toute cette tendance-là, mais il y a aussi les surprotecteurs, c'est-à-dire ceux qui si par exemple, on osait dire que vous pouvez faire du jogging, là, il n'y a pas de danger à l'arrière que vos gouttelettes partent vers votre collègue. Là. Les risques sont minimes. Je pense qu'il y a plus de bienfaits à sortir et à faire du jogging avec ton copain que à rester enfermé pendant 2 semaines sans voir personne. Prends le risque d'aller dehors, reste à une courte distance et fais un exercice. Je pense que psychologiquement, c'est aussi bien de faire ça que de rester tout seul pour éviter quoi au final d'attraper le dit virus. Ça, c'est un des posts que vous avez eu? Oui, il y a des gens, par exemple, qui lorsqu'on a valorisé ce fait-là, hein, nous ont, dans le fond, nous ont accusés d'être trop... comment je pourrais dire ça? Pas assez protecteur envers Exact, le... là, tu sais, c'est ça, tu sais, fait que ça, j'ai trouvé ça un peu difficile, tu sais. Fait qu'il y avait comme les deux côtés de la médaille, là. Il y avait ceux qui remettaient en cause tout le reste, que c'était... Puis ça, c'est arrivé un peu plus tard, là, que c'était un petit peu orchestré, que c'était pas si dangereux pour qu'on fait tout ça. Puis t'as les autres qui, surprotecteurs, on sort plus, on se touche plus, on se parle plus, puis tout ce que vous dites qui pourrait un peu nous mettre en danger. Et vous n'avez pas de complotistes aussi? Parce que là, Ah oui. t'es juste dans les deux sphères. Ok, Oh, oui, ici aussi. oui, Ok. oui, c'est ça. Ouais. D'un côté, plus le complotiste, mais tu sais, qui est facile à voir, mais c'est qu'il y en a qui sont tellement acharnés et qui ont trouvé un discours tellement bien structuré. C'est fort, là. Ils sont capables quand même d'avoir un discours où des fois, ça nous remet même en question. Là. C'est vraiment ça? Ils ont comme une... Ils naviguent, puis on le sait, c'est quoi là, ces sphères-là? Ils naviguent entre la vérité et la demi-vérité. Puis le questionnement qu'on a eu, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces commentaires-là sur une page scientifique, de contenu scientifique, qui viennent un peu mettre le doute dans la tête des gens qui suivent le scientifique en chef, qui ne sont pas nécessairement formés en sciences, qui nous accordent une certaine confiance. Eux viennent comme susciter une espèce de doute dans leur tête. Qu'est-ce que je fais avec des commentaires comme ça, qui étaient accompagnés souvent de liens, d'images. Puis après, on s'en va sur des sites qui étayent davantage. Donc, dans la majorité du temps, lorsqu'il y avait des liens externes, je les masquais, je les supprimais parce que je trouve que là, c'était trop. Ça, c'est pour les liens, mais... Ouais. Si Dans le commentaire, je faisais beaucoup confiance à ma communauté, à la communauté qu'on a construite parce qu'elle-même avait ce débat-là que je jugeais quand même intéressant, qui faisait partie aussi de l'atmosphère dans laquelle on se trouvait. Fait que je pense que si on fait juste du push, tu sais, sans donner un espace de discussion, si ça reste quand même, on va dire, le tolérable, respectueux, je les laisse aller.
Parce que ça sert à ça aussi, les plateformes sociales. Là, c'est des gens, il faut qu'ils se parlent. Mais si ça tombait dans le « tu comprends rien, t'es un nul, puis bon, insulte et tout, raciste », là, des fois, j'intervenais. Là. Je n'accepte pas ce type, ça répond pas. Là, on fait affaire avec la netiquette. Ça m'est arrivé de faire affaire avec la netiquette. Mais dans les deux côtés, autant ceux qui étaient surprotecteurs, puis que tous ceux qui étaient un petit peu, on va dire, là, laissez-nous vivre un peu, tout en respectant les conditions. Là, il y avait un débat aussi entre ceux-là. Ça m'est arrivé de bloquer des gens qui étaient un peu trop pro-science, on va les appeler comme ça. Là, ça venait quasiment nuisible. Autant les autres qui faisaient clairement de la désinformation sur une plateforme dédiée à la science. Est-ce que tu as déjà eu des répercussions de ces commentaires négatifs, haineux, peu importe la dénomination, qui se sont répercutés dans la vraie vie? Dans ma vie personnelle? Toi ou le scientifique en chef? Je pense qu'on a réussi à colmater les brèches. Moi, personnellement, vu que c'est assez, on va dire, anonyme, là, c'est pas indiqué nécessairement que la page est gérée par qui. C'est sûr, quelqu'un qui est un peu brillant peut le savoir. J'aurais pu recevoir des courriels, des trucs. Là. Mais il n'y a pas eu vraiment de répercussions. On dirait que ça s'est limité. La chambre d'écho à ses contenus en elle-même. Je pense que c'est mieux comme ça aussi, également. C'est comme si cette espèce de terrain de jeu-là, entourant des enjeux qui sont des fois polarisants, ont resté contenus dans ce vase. Donc finalement, j'en arrive quasiment à une question philosophique. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des contenus haineux, des commentaires haineux sur une page si ça n'a pas d'autres répercussions? Des répercussions sur nous, peut-être pas, mais c'est que il y a beaucoup de commentaires de gens qui nous écrivent en disant que, tu sais, ils n'aiment pas ça, lire des trucs comme ça non plus. Ils se sentent les commentaires ou... Oui, tu sais, les gens qui fréquentent tes vidéos ou les trucs de commentaires, tu sais, à un moment donné, ils se sentent pratiquement agressés. Eux-mêmes, ils veulent se lancer dans l'arène. Fait que, tu sais, à un moment donné, on était rendu, bon, là, vous devez masquer ça. On est rendu dans une page où les complotistes avaient pratiquement, tu sais, eux autres, quand certaines personnes sont en Québec, on dit boquées, là, tu sais, sont vraiment Ils se sont mindés à écrire sur toutes les commentaires, puis plusieurs fois par jour, puis ça n'arrête pas. Ça peut énerver. Là, je me disais, ça nuit. Est-ce que ça nous nuit plus que ça nous aide? Puis là, j'aborde la question aussi algorithmique du positif d'un engagement, parfois négatif ou positif. C'est-à-dire que lorsque des gens qui viennent mettre un sabre dans l'engrenage, puis ça suscite une discussion sur une publication, malheureusement, c'est ce qu'ils veulent, ces compagnies. Ils veulent de l'engagement, ils veulent du commentaire pour favoriser la visibilité. Donc, en même temps, on est comme pris à... Si on note tous les commentaires, nos articles qui visent, on va dire, là, à informer adéquatement, à donner de l'information juste, fiable, ben, s'il n'y a pas de commentaires, ça sera vu par personne. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, plus qu'il y a de la discussion, de l'engagement, plus que l'algorithme le montre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On est comme pris. Fait qu'il faut comme un peu faire l'équilibriste là, entre les deux, entre laisser du débat qui parfois tombe, on va dire, parfois dans des commentaires plus haineux, mais lorsque ça tombait dans la haine, ça, c'est facile là, à ôter. C'est que des fois, tu as tellement... Des fois, le sujet, c'est la science ou la mesure, on va dire ça comme ça, puis à un moment donné, il vient dans le personnel entre eux. C'est que là, à un moment donné, il ne parle même plus de l'article. Toi, t'es juste un idiot de dire ça. Ça fait que là, l'autre embarque en traitant l'autre d'idiot, puis ça finit plus. Je voudrais partir plus sur le... vraiment, à chaque fois, on se croise souvent dans des congrès de communication scientifique, et puis on fait toujours appel à toi en expertise de réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi la stratégie que tu as mis en place selon les plateformes pour atteindre le plus de monde possible pour le scientifique en chef? Il y en a qui le font sûrement mieux que moi. Hein. Ça, c'est juste que... Très, très probablement, mais c'est à toi que je pose la question. Je le sais. Mais... Pour le très probablement, c'était pas censé être insultant. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a forcément une personne dans le monde qui doit être meilleure. Ça doit exister. Je dois t'admettre, tu me dis, on demande ton expertise, certes, mais je suis pas formé en ça. Est-ce que ça existe, une formation? Oui, tout à fait. Là. Il y a des gestionnaires de... Mais je veux dire, nous, quand on était à
l'époque de l'école, Mhm. ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Mais aujourd'hui, ça existe. Oui. J'aurais pu suivre cette formation, mais c'est plus l'expérience. Moi, je suis anthropologue. Donc, Oui. ma formation scientifique est très qualitative, portée sur l'observation participante et portée sur le regard sur l'autre, vision un peu plus holistique. Là. Puis c'est ce que j'aime dans ces plateformes-là. Puis donc, moi, j'ai abordé ces réseaux sociaux-là un peu de cette manière-là, tu sais, d'avoir mon œil, on va dire mon intérêt sur la culture humaine, là, à un sens très large, là, puis de voir les interactions entre les gens. Donc, comment on instaure une stratégie? Au départ, comme je le dis, on s'est d'abord penché sur le rôle un peu plus sérieux du personnage, qui est le scientifique en chef, sur des comptes comme Twitter, tu sais. Mais après, si on va aller rejoindre une plus grande population, une plus grande auditoire, donc on doit avoir d'autres types de contenus. Ce contenu-là, si c'est pas nous qui le créons, ben, il faut soit le créer ou il faut s'inspirer de choses qui se sont faites par ailleurs, comme des vidéos aussi pertinentes que les tiens, par exemple. Là, tu sais, c'est du beau contenu pour la page du scientifique en chef lorsque tu décris pourquoi un sac de chips est composé la moitié d'air, par exemple. Ça, c'est ce que les gens, peut-être, qui suivent le scientifique en chef aiment parce que ça les informe, ça les divertit. Puis, quand on se sent intelligent, un peu plus, lorsqu'on lit un truc comme ça, ben, c'est un peu l'objectif. Tu sais, on ne veut pas qu'ils s'ennuient. Donc, c'est de créer des partenariats avec des journalistes scientifiques comme l'agence Science Presse et autres. Puis, c'est de leur faire développer du contenu. À la base, c'était ça. Tu sais. Mais moi, j'avais comme mandat également de pousser les plateformes plus corporatives des fonds de recherche du Québec. Donc, j'ai toujours ces deux rôles-là. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment le scientifique Ouais. et les fonds, qui sont Le deux scientifique, là, stratégies différentes. c'est un personnage qui existe, qui a une vraie activité, hein, à la rigueur, on va dire politique, parce que la semaine dernière, il est allé à l'Assemblée nationale du Québec défendre le projet de loi 3 qui tout concerne l'accès à l'information de santé des citoyens. Ben, lui, il était là, puis on déposait, au nom des fonds de recherche, déposé un mémoire. Moi, ma réflexion, c'est OK, c'est intéressant. On s'entend que c'est très spécialisé, ça touche le monde de la recherche, mais en même temps, mon personnage, qui est le scientifique en chef, lui, il existe vraiment. Tu sais. J'étais partagé à savoir, est-ce que j'en parle sur la page du scientifique en chef sur Facebook, par exemple, ou je laisse ça pour Twitter, LinkedIn, tu sais, bon. Mais j'ai réussi à, je dirais, un peu faire des deux en utilisant des images, des photos, des montages photos, parce que je veux quand même que les gens qui suivent le scientifique en chef comprennent qu'il y a un rôle aussi, pas juste de poster des trucs là, qui luttent à la désinformation ou qui valorisent la communication scientifique. Il y a un rôle quand même important au sein de cette société-là. Ça fait que je glisse parfois certains posts qui sont moins appréciés, certes, mais qui sont là parce que j'ai des chercheurs aussi qui le suivent sur des plateformes, j'ai des gens du politique qui le suivent aussi sur Facebook, tu sais, même si ça reste une page plus grand public. Je glisse parfois certains posts un peu plus politiques pour montrer les facettes de ce poste important-là. Dans ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu ajustes toujours la publication en fonction Ouais. de la plateforme. Ouais. Jamais tu publies deux fois la même chose sur deux plateformes différentes. Pas avec le même ton. Pas avec le même temps. Donc On ça, va tu vas changer- changer le texte. On va autour, changer le ouais. ton un peu. Tu sais, par exemple, Rémi pourrait, le scientifique en chef, va parler au jeu sur Facebook. J'ai participé hier à tel événement. Bon, machin chouette. J'essaie de qui s'incarne à travers ce que les créateurs de contenu font. Hein. C'est ce que vous faites. Puis c'est pour ça que les gens aiment vous suivre, parce qu'ils sentent qu'ils font partie de votre histoire. Tu sais, ils vous suivent aller. Ils vous suivent progresser, dis-je. Puis je pourrais reprendre cette publication-là et la transformer au nous dans LinkedIn, par exemple. Là, les fonds de recherche, nous étions hier. Le Rémi Quirion était présent. C'est à peu près le même texte, mais c'est plus impersonnel, dans le fond, plus organisationnel. Tu sais. Sur Twitter, ça se peut qu'il en parle au jeu également. Tu sais. Puis sur Instagram, si c'est pas très intéressant, je le publierai peut-être pas. Parce que l'image ne vaut pas la peine. Mais tu sais, je me dis, je suis rendu à me demander, est-ce que moi, j'y vais beaucoup par la quantité et la régularité, parce que j'ai beaucoup de contenu, on fait beaucoup de choses. Tu sais. C'est ça que j'allais te demander. Vous publiez combien de fois par jour sur combien de plateformes? Ben, c'est une fois par jour minimum sur les 10 profils sociaux. Là. 10? Attends, combien? C'est 4 comptes Twitter, donc celui du scientifique en chef plus les 3 fonds de recherche. Ah oui, ok. Après, tu as LinkedIn du FRQ. Tu sais. Ouais. Après, tu as Instagram FRQ, Instagram scientifique en chef, Facebook FRQ, Facebook scientifique en chef.
Ça fait 10. Puis, bon, TikTok est là, mais on a réservé les noms. Vous Juste n'avez au pas cas. encore... Non, parce que je suis pas prêt. Tu sais, si on va sur une plateforme comme ça, qui reste du divertissement, Mhm. je pense que ce serait important d'y être, comme tu as fait. Je pense que Mhm. c'était une bonne idée que tu y aies. On en a parlé, puis je pense que ça paye au final. Mais comment il va être incarné, quel type de Mhm. contenu, la régularité, Fina- divertissement. Finalement, est-ce que c'est pas la première plateforme vidéo que vous avez réellement, TikTok? Parce que la plateforme vidéo, vous avez YouTube aussi, Ouais, mais YouTube, c'est plus pour des vidéos ouais, institutionnelles, en effet. voilà. Tandis que TikTok, les vidéos institutionnelles, c'est rare. Donc, Mm, ce serait la première plateforme où vous seriez un contenu vidéo only, quoi. exact. Je Ouais. transforme mes détecteurs de rumeurs. Tu sais, nous, dans le fond, on Est-ce que tu fonctionne. peux dire ce que c'est, détecteur de rumeurs? Les détecteurs de rumeurs, c'est une initiative de l'agence Science Presse avec laquelle les fonds de recherche ont collaboré, le scientifique en chef, puis les universités du Québec. C'est comme on arrivait où il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est dangereux, par exemple, d'être à côté d'un micro-ondes et de faire chauffer son lunch? Puis il me semble qu'on se pose la question à chaque 3-4 Mhm. ans. Bon. Euh, et là, il y a des journalistes qui ont décidé de faire ce fact-checking-là. Mhm. Ils nous ont convaincus d'embarquer avec eux, puis on trouvait ça très intéressant. Puis l'agence Science Presse, qui est une agence de presse, a créé ce branding-là des détecteurs de rumeurs, où ils publient plusieurs fois par année plusieurs billets, qui sont d'actualité ou pas. Et ces articles simples, accessibles, souvent basés, tu peux aller rejoindre les articles scientifiques sur lesquels ils se sont basés pour affirmer X, Y, Z. Euh, mais ils sont repris par d'autres agences de presse, là, comme ce soit la presse au Canada, au Québec, ou le journal Le Soleil au Québec, mais ils pourraient être repris en France. C'est un organe de presse comme l'agence France Presse. Ça fait Donc, partie des contenus ça que fait vous partie des publiez. contenus, mais tu sais, c'est sûr qu'un jour, le texte, on sait que la tendance est vers le vidéo, toi tu Ouais. l'as bien compris. Donc, j'ai tenté, et on a même fait l'expérience ensemble, de tenter de transformer ce texte-là en vidéo. C'est plutôt difficile. Donc, avec l'avènement des Reels, tu sais, puis des courts formats, j'essaie, avec le temps qui nous est imparti, donc très peu, tu sais, de créer une accroche davantage qu'une vraie vidéo comme les créateurs de contenu vont faire, où on voit quelqu'un qui parle, c'est quasiment du nouveau contenu. Toi, quand tu parles d'une vidéo, bon. Mais moi, je vais davantage avec des images stock, Bien sûr. du texte qui s'anime. Tu sais, il faut quand même le faire, là. Donc, est-ce que ça marche? Actuellement, ce que je me rends compte, c'est que sur Facebook, là, ça marche pas tant. Mhm. C'est-à-dire que j'ai tenté l'expérience de mettre mes détecteurs, hein, qui étaient sur format texte avec des liens, où là, j'ai des fois 250 commentaires, j'ai plein de likes. Bon, ça marche bien. On dirait que les gens, l'algorithme aime ça, tu sais, de voir le lien qui les amène à mon site Internet également. Alors que lorsque je transfère ça en Reel, il y a un lien dans le texte. Tu sais, on met un lien pour qu'ils aillent consulter et lire parce que c'est juste un titre. Pas beaucoup de réactions, donc l'algorithme ne le Non. favorise pas. Est-ce que tu connais le Curieux? Ouais, le curieux, ouais. Ouais. Le média, là. Le média Curieux. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Parce que j'ai l'impression que ce serait parce que c'est pas incarné pour la plupart de leurs Ouais. vidéos, j'ai l'impression que ce serait le genre de format qui fonctionnerait avec le scientifique à chef. Est-ce que tu te verrais produire ce genre de choses? Donc Curieux, je résume ce que c'est. C'est un média de communication. En tout cas, Pour les adolescents, ouais, davantage. je sais pas. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'ils se définissent. Ils produisent énormément de contenu vidéo et c'est des vidéos essentiellement avec des images stock, Ouais. un montage extrêmement rapide Ouais. et une voix off et du texte. Je suis rendu peut-être à la voix off, Ouais. parce que c'est simple. Mhm. Les outils le permettent simplement. Mais avec l'avènement des outils d'intelligence artificielle, je te dirais que je me suis penché beaucoup là-dessus. Ok, on va s'en aller vers Parce, ce questionnement-là. parce qu'avec l'avènement de ChatGPT et Ouais. tout ce que permet ces agents conversationnels-là de créer comme contenu, moi, je me suis imaginé plein de choses, là. À la Mhm. rigueur, je pourrais créer un avatar de toute pièce qui serait incarné, que ce soit le scientifique en chef version avatar ou j'invente un personnage. Tu sais, j'aurais pas besoin de faire de tournage, là. J'utilise l'IA pour lui faire dire des choses qui pourraient après donner envie aux gens d'aller lire l'article. C'est toujours la finalité, c'est d'aller lire les détails. l'article, ouais. C'est ça le but. Sachant que c'est compliqué, si tu peux pas cliquer sur des liens depuis TikTok ni depuis Instagram. Donc, tu es un peu pogné à rester de toute façon sur la plateforme en boucle fermée, quoi. Oui, mais
quand on utilise un peu ces plateformes sociales-là, parce que c'est une des clés de leur compréhension, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent de voir des vidéos très courtes de contenu, puis après, je suis tombé en amour avec le vrai contenu qui mettait de Mhm. l'avant. Ça reste une plateforme qui est divertissante, mais qui peut, dans le fond, l'algorithme est tellement bon, ça se fait découvrir. Il y a beaucoup de Ouais. découvrabilité à travers TikTok, tu sais. Mais on s'entend que le taux de conversion d'une Mm. vidéo TikTok à ton site web, Ça doit être faible. ouais, Oui, c'est link en bio en haut, puis suivez c'est ce ça. lien-là, Ouais. et etc., etc. Sauf que, tu sais, si on pense un peu plus loin, il y a de la publicité qu'on peut faire sur TikTok aussi, tu sais. Donc, c'est quand même une avenue intéressante, ça. Qu'est-ce que tu appelles faire la Mais publicité? c'est-à-dire qu'on pourrait, si on veut faire une campagne pour lutter contre la désinformation, par exemple, tu sais, je pense que utiliser, tu sais, Facebook vieillit beaucoup, Mhm. on joint moins les jeunes, Instagram commence à plafonner un peu également. Bon, TikTok, LinkedIn, on n'est pas là, mais si on veut rejoindre les jeunes, je le vois, les entreprises, là, ils utilisent TikTok, dans le fond, et les codes de TikTok, pas pour leurs vidéos, mais pour amener du monde ailleurs, pour soit participer, s'informer davantage, participer à un programme ou bon, aller lire de la documentation, là. Donc, c'est pas inintéressant d'essayer. Moi, je garde ça dans mon rétroviseur toujours, là, tu sais. Mhm. Est-ce que c'est. Puis on n'est pas obligé d'avoir un compte pour faire de la publicité sur TikTok, là, tu sais. On n'est pas obligé d'avoir notre Bien sûr, marque, ouais. là. Mais de l'avoir, bon, ça peut aider également. C'est des réflexions que j'ai actuellement, surtout avec l'avènement de l'IA. Je pourrais y dire, OK, propose-moi, je l'ai essayé avec ChatGPT, Mhm. propose-moi 10 posts de type Instagram qui vient m'expliquer pourquoi, par exemple, je sais pas moi, les vaccins ne sont pas une menace pour la société. Et puis, je les trouvais un peu trop sérieux. J'ai dit, bon, sur un ton humoristique maintenant, propose-moi tes 5 meilleures poses, puis il me les a proposées. Et après, je peux lui demander quel type d'image que tu pourrais associer à ces 5 propositions-là. Donc, c'est le genre d'outils qui pourraient aider les créateurs de contenu, je crois, à faire des Fait, choses fait que tu différentes. vois ça comme d'un bon œil, toi, Hmm, bon oeil, un outil. un Surtout un outil. outil. Ouais. Tu sais, ça remplacera jamais l'humain, Ouais. ni la capacité qu'on a d'écrire des textes qui Mhm. sont sentis, personnalisés, mais ça peut nous faire sauver du temps, parfois brasser des idées qu'on a, nous challenger sur d'autres. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une menace, mais plus un outil. Puis ceux qui Mhm. vont savoir utiliser l'outil, c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais manipuler YouTube, c'est quand même un outil aussi de publication de contenu. Ça, le titre a de l'importance, tu sais, puis on peut lui-même demander à ChatGPT, propose-moi 5 bons titres sur YouTube compte tenu des connaissances qu'il dispose de l'algorithme. Il va le faire, tu sais. Mhm. Là, on n'a pas expliqué ce que c'était Non, ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui vient de sortir, non. depuis, Ouais, c'est ça. depuis un Depuis petit, novembre depuis dernier. novembre dernier, donc 2022. Ouais, Et exact. c'est un agent conversationnel on lui pose une question et puis il répond. Il répond en à peu près toutes les langues de la planète. Ouais, et puis on est capable de lui dire ah, fais ça plus humoristique. Ah, j'ai Exact. pas aimé ça chez toi, donc est-ce que tu Ouais, peux changer telle chose et telle chose. ouais. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à ChatGPT comment est-ce qu'on ramasse des œufs de vache? Ben, j'ai entendu des choses assez drôles comme ça, Mhm. où on parle de mammifères marins ou que ce n'était pas des mammifères. Donc, je dis pas, les erreurs sont là Ouais, et ils vont rester. C'est pour ça qu'on doit rester, on vigilant. doit rester très vigilant face aux affirmations qui mettent de l'avant. Mais bon, il se base sur des tonnes et des tonnes de sources, n'est pas actualisé pour Mhm. l'instant, Il se va base pas sur l'être. des sources. Oui, sur des bibliothèques, sur Wikipédia. Wikipédia, c'est 1% de l'ensemble de sa bibliothèque. Le reste, Oui, ce que je veux dire, c'est que ben, des... en fait, le terme source, pour moi, il a tellement un sens de vérifier Ouais, non, l'information la que, data. voilà, c'est ça. De la data, Oui, ça, je suis d'accord. non sourcé pour l'instant. Exact. Mais à quelque part, c'est sourcé. Sauf que, tu sais, j'ai hâte de voir s'il me produit un texte. Tu sais, lui, l'algorithme va te sélectionner, il va faire des amalgames sûrement. Ça fait que si Mhm. à un moment donné, on arrive à lui dire sur quoi tu t'es basé pour me fournir cette réponse-là, j'ai peur que ce soit trop grand. Mhm. Comme, tu sais, il va dire, j'ai consulté, genre, ces 25, j'ai pris ces idées-là dans ces 25 de ces Surtout que c'est ouvrages-là. probablement pas comme ça qu'il range ses informations. Exact, là, Donc, tu sais, mhm. mais on doit le Mhm. plus possible arriver. Je pense que lui qui va se distancier, lui qui va être le meilleur, va Ouais. arriver à sourcer ces Parce trucs-là. que moi, ma problématique avec le
ChatGPT tel que ça existe aujourd'hui. Je ne Ouais. dis pas tel que ça existera dans Ouais. 6 mois là, mais tel que ça existe aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup effectivement de créateurs et créatrices de contenu qui commencent à se dire ah ben facile, je vais faire écrire mon truc avec ChatGPT, notamment pour les réseaux sociaux rapides, donc TikTok, Instagram et tout ça. Un billet de blog Un même. billet de blog, tu veux une vidéo de 1 minute, ben, toi ça va te prendre 2 heures, ChatGPT ça va prendre 30 secondes. Le calcul il est vite fait. Le problème, c'est que comme c'est pas sourcé, donc en termes de vérification d'informations, moi j'ai une peur bleue que ça entretienne, que ça développe la désinformation au sein même des personnes qui a priori, ne faisaient pas de la désinformation. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que quand je t'entends dire ça, je me dis « Ah non, pas toi !» Je le fais pas encore, là, mais moi, je pense qu'il faut le voir comme un outil. Il faut apprendre, il faut suivre ça de près. Faut l'utiliser, faut voir ce qu'il nous propose, faut voir ses limites et l'utiliser en conséquence. C'est sûr que si tu l'utilises d'une façon... je pense qu'il y a une bonne façon de l'utiliser. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que la personne qui l'utilise vraiment bien. Elle est là la difficulté. Parce que c'est déjà difficile de repérer ses propres erreurs dans un texte. Alors, les repérer dans une AI, alors là, on est dans un monde complètement différent. Puis, il va y avoir les AI aussi qui font la chasse aux AI pour savoir si ce texte était composé de manière automatique. Mais je te dirais que ce qui m'intéresse le plus, l'avenue que je vois, c'est davantage une espèce d'avatar créé par l'intelligence artificielle, une voix qui serait... Je pourrais prendre la voix du scientifique en chef si je le veux, parce qu'il existe beaucoup de choses. Il a une voix très particulière aussi. Une voix très particulière de chanteur de rock'n'roll des années 60 qui n'a plus de voix et qui a beaucoup fait la fête. Pauvre lui. On pourrait créer donc... c'est plus la création de cet avatar-là parce que je n'ai pas accès à mon patron 24/24 et je le comprends pour qu'il l'incarne ses propres plateformes sociales. Donc, je pourrais peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour inventer un nouveau personnage. Oui, ça existe déjà. Oui. Ça fonctionne assez bien. Tout à fait. Une personne que j'ai formée qui a fait ça récemment, elle ne voulait pas être à l'écran, puis elle a pris elle s'est filmée, elle l'a transformé en avatar. Ça ne marche pas très bien au niveau des lèvres encore, mais ça fonctionne très bien. Puis j'imagine très bien que toi, tu te filmes en train de faire le texte. Et finalement, que ce soit la face avatar de Rémi. De Rémi ou de quelque chose d'autre. Mais je pense que si on se projette un peu vers l'avenir, puis les créateurs de contenu, on voit comment les réseaux sociaux, c'est dur pour les créateurs de contenu. Tu sais, comme psychologiquement, vous mettez beaucoup de temps là-dedans. C'est votre carrière, c'est votre vie. Il y en a qui vivent des vidéos qu'ils mettent, là, notamment. Donc, lorsque... il s'expose complètement. Fait que moi, je pourrais comprendre que quelqu'un qui a un talent de communication, mais qui il veut pas vivre avec les conséquences d'être exposé, pourrait utiliser ces nouvelles technologies-là qui vont devenir de plus en plus précises pour créer un personnage. Il y en a au Japon, ça se fait abondamment. Là. Il y a des gens qui entretiennent une dizaine de caractères fictifs et qui font des sous avec ça. Le caractère vit des situations ou vend des produits, mais c'est pas une vraie personne. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est une seule personne qui a un peu le contrôle sur sa famille de caractères. Et ces fins-là sont surtout à des fins commerciales, là, mais moi, je verrais aussi à des fins éducationnel, pourquoi pas, ça pourrait arriver. Je trouve ça intéressant comme avenue, parce qu'effectivement, on sait que ça peut être compliqué d'être sur les réseaux. Là, ce que j'ai commencé à voir dans les balbutiements, c'est que c'est essentiellement des femmes qui sont intéressées, vu que c'est essentiellement des femmes qui ont des problèmes sur Internet. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que si on rentre dans cette avenue-là, on aurait des hommes authentiques et des femmes inauthentiques. Et vice-versa aussi. Ouais, mais je veux dire, si on généralise, parce que c'est le monde de la généralisation, ça irait vers ça. Donc, c'est le petit point qui m'embête, où je trouvais cette solution intéressante. Et puis, quand je vois qu'en fait, c'est quasiment que des femmes qui seraient intéressées par ça, c'est là que tout d'un coup, je me dis, finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est à voir. C'est à voir, mais si ça peut permettre à court terme de... il y a des gens qui sont gênés. Hein? Toi, oui, bien sûr. Je ne sais pas si au début, tu étais à l'aise, là. Oh, tu peux voir mes premières vidéos. Allez voir sur la chaîne de Syllabus, vous verrez. Tu verras si j'étais à l'aise ou pas. Exact. Mais tu as gagné en confiance, puis maintenant, tu peux le faire sans trop de problème. Mais je peux imaginer quelqu'un qui va dire, moi, je vais y aller à l'inverse, là, je vais me pratiquer, je vais me créer un personnage, un genre d'avatar, puis
peut-être dans 2-3 ans, il va décider de s'exposer, puis Bien même sûr. de se montrer sur les plateformes sociales, là. À titre personnel, je trouve qu'il y a que du positif. C'est à titre sociétal Ouais, que ouais, je ouais, me pose des je questions, comprends. évidemment. J'aimerais changer de point pour basculer sur Twitter. Mhm. Twitter, récemment, Ouais, ça a un petit peu changé ouais, depuis le rachat par Elon Musk. ouais. Comment est-ce que vous vivez ça au fond de recherche, dans votre image, dans ce que vous promouvez, le fait qu'il y ait tous ces changements qui soient en cours sur Twitter? On sait en plus que Twitter est une plateforme appréciée de la part de la communauté de la recherche. Mais c'est sûr que Twitter reste une plateforme où les chercheurs vont là-dessus, hein. Moi, j'ai reçu plusieurs courriels de la part de la communauté de la recherche que l'on finance, de gens qui m'ont dit, OK, quelle est la position des fonds de recherche face à ce qui se passe actuellement sur la plateforme sociale qu'est Twitter? Nous, on est un peu mal à l'aise. Ouais. Est-ce que vous allez nous donner des directives sur le fait d'y rester Ah ou non? oui, carrément. Ouais. Ok. Donc, j'ai eu ces... Est-ce que tu pourrais nous préciser ce qui est en train de se passer sur Twitter? J'ai parlé du rachat par Elon Musk, mais ce que ça implique? Ben, ça implique que Musk est un peu dans une philosophie de libre expression assez totale. Donc, alors qu'il y avait des systèmes de modération avant, puis il avait investi beaucoup d'argent, Twitter là-dessus, là. Ben là, c'est un peu l'inverse là, qui se passe. On a mis à la porte aussi plusieurs personnes qui faisaient cette modération-là. Plusieurs étant un Plusieurs dizaines de euphémisme. milliers. Donc, on sauve des coûts, mais en même temps, donc c'est un peu le Far West. Mais la question que je me pose toujours, tu sais, puis j'ai été approché également par des collègues à moi qui s'occupent du volet juridique, parce qu'il y a aussi de l'usurpation de personnalité sur Twitter Ah, aussi, oui, tu sais. oui, Ça fait que là, on m'a dit, Julien, est-ce qu'on est encore à l'aise d'être sur cette plateforme-là? Est-ce qu'on est sécurisé? Bon, la réponse à court terme, c'est oui, on est quand même double vérification et je vous recommande de faire toujours, de protéger vos réseaux sociaux parce que il ne faut pas perdre accès à ces réseaux sociaux-là, donc la double vérification est importante. Donc, nous, on l'a également. Puis après, la question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas... Il y a eu même un mouvement, hein, on se retire, on va sur Mastodonte. Certaines créatrices de contenu ont tenté la chose et peut-être le font encore. Non, j'ai juste un compte. Voilà, c'est un peu complexe, un peu lourd. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si on se retire, si toutes les gens censés se retirent d'une plateforme? Moi, c'est là que j'en suis, toujours. À la rigueur, on pourrait dire ça sur Facebook également, là. On va dire que il y en a des... Il n'y a pas que du monde intelligent sur Facebook, sur Insta. Bon, sur LinkedIn, j'avoue que ça va, là. On n'a pas cette problématique-là. C'est du professionnel, du réseautage. C'est rare que tu t'en vas dire des folies parce qu'on dirait que ça a un impact direct sur ta carrière parce que tu t'affiches, hein, c'est ton CV. Mais j'avoue que sur Twitter, Facebook, Instagram et Twitter, si je viens pas de le nommer, bon, si on se retire tous, si les gens qui ont un petit peu plus qui sont un peu plus sensés ou qui disent des choses qui ont plus d'allure, là, on va dire ça comme ça, s'ils se retirent tous, ben, je trouve que ça laisse le parc là, est ouvert à la chasse, tout le monde, on vient de perdre un peu une espèce de prise qu'on a, tu sais. Je sais pas si c'est la bonne chose. Au contraire, tu sais. Moi, ce que je fais pour l'instant, c'est de continuer à publier du contenu qui a une portée et un sérieux scientifique dans notre cas, parce que c'est le domaine qui nous intéresse, tu sais. De là à nous retirer, non. C'est quoi la limite? À quel moment tu diras, OK, non, ça, c'est pas possible? Il y a deux limites possibles. La limite officielle d'une ligne gouvernementale, parce que je suis quand même un organisme. Tu sais, si le gouvernement dit à tous ses ministres, vous arrêtez d'être sur ce réseau-là, ce qui n'est pas le cas, là. Dans le monde journalistique, ça s'est parlé beaucoup. Il y en a qui sont retirés, tu sais. Mais dans le monde politique, c'est le seul réseau presque. C'est le réseau le plus utilisé par les hommes politiques, là. C'est actuellement les femmes politiques, là. Donc, c'est comme si c'est de leur dire vous n'avez plus accès à votre communauté, votre audience, votre message. C'est trop lourd. Hein? C'est très lourd. Là, puis ces compagnies-là hein, qui ne carburent que au nombre, c'est important pour eux qu'il y ait des... C'est là-dessus qu'ils ont basé leur popularité, en fait. Quand tu as 3 millions de personnes qui sont abonnées ou qui ont un profil,
Mais c'est ça qui fait la force de ces réseaux-là, même s'ils font pas d'argent depuis 10 ans pour la plupart, là, tu sais, dans le fond, Twitter, ils font pas beaucoup d'argent comme entreprise, là. Non, tu fais pas de l'argent. Eux, ils font pas vraiment Ouais. d'argent non plus, là. Fait que, pour l'instant, moi, c'est mon argumentaire, là. Je pense qu'on a plus encore intérêt à y être plutôt qu'à y disparaître. Moi, c'est sûr que je lutte à l'aide des infos en publiant de l'information de qualité, fabriquée par des chercheurs ou par des communicateurs scientifiques sur du contenu comme ça. Si ça peut être vu par quelqu'un qui n'a pas la même avis que moi, peut-être tant mieux, parce que je veux les toucher, ces gens-là. Si je suis pas là, c'est chambre d'écho encore une fois, là. Bien sûr. Tu as dit qu'il y avait 2 possibilités, 2 limites. Mhm. La première était gouvernementale, puis la deuxième, c'était Je vous dirais que c'est un mouvement qui est plus social, là. mouvement social. Ouais, Ok, ouais. où là, on sent que... Qu'il n'y a plus personne à atteindre Non, finalement. exactement. Ouais. Que c'est plus une perte de temps que d'autres choses. À la rigueur, on peut cesser de publier tout en étant sur la plateforme. Bien sûr. Mais là, je garde une cadence assez importante, avec une portée qui est relative, là, je vous Ok. dirais. Là. C'est pas là que je vais chercher, c'est des convaincus, surtout, qui sont sur... Mais c'est un moyen C'est d'avoir... très dur de parler à quelqu'un d'autre qu'à une personne déjà convaincue, hein, de sortir de sa bulle de filtre. En effet. Mais pour un personnage, ou comme pour les fonds de recherche, ou pour le scientifique en chef, c'est quand même une carte de visite, t'sais, au nombre de fois qu'on est tagué. T'sais, c'est d'avoir la possibilité d'être identifié sur une publication. C'est quand même important. C'est pour ça que je dis à la communauté de la recherche, c'est soyez-y, ayez au moins un compte sur LinkedIn, sur Twitter du moins, pour au moins un journaliste vous cherche. Il va pas aller nécessairement, il va aller sur les réseaux sociaux pour voir si vous existez, tu sais, avant même peut-être de tomber sur votre page institutionnelle. Puis après, c'est comme ça qu'il va peut-être entrer en communication avec vous. Donc, c'est quand même important d'avoir une certaine présence. Le contenu, moi, après, c'est la deuxième étape, puis ça peut se faire progressivement si nécessaire. Je pense qu'on commence à avoir fait pas mal le tour, Ouais. mais j'aimerais t'amener sur une dernière question. La question, genre, utile, pratico-pratique, des gens qui publient régulièrement sur les réseaux sociaux, à savoir, c'est quoi tes outils parce que tu publies énormément. Donc, tu as dit 10 plateformes, minimum un contenu par jour par plateforme. Donc, minimum 10 publications. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, soit pour programmer les publications, mais aussi pour les créer? Ma vie a changé quand j'ai fait le choix d'utiliser une plateforme multi-contenu, multi-profil fait en France, qui s'appelle Agorapulse, parce qu'elle me donnait la possibilité justement de sélectionner plusieurs profils. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé du ton. Donc, je mets un texte de base, j'appuie sur Facebook scientifique, FRQ, Twitter, et apparaît à côté une série d'onglets qui reproduisent l'onglet principal. Donc, il s'agit juste de modifier légèrement, dans le fond, selon la plateforme. Puis après, on publie. Puis moi, tu sais, je publie pas qu'une fois. Puis je vous le suggère pas non plus parce que les algorithmes font en sorte que votre contenu n'est pas nécessairement vu. Tu sais, surtout quand on est des petits créateurs de contenu, là. C'est sûr que des gens qui sont suivis par 500 000 personnes ou des millions, voire, c'est sûr que l'algorithme donne quand même beaucoup de visibilité à ces personnes-là. Mais nous, tu sais, des articles qui vont résumer que, je sais pas moi... Ah, tu veux dire pas qu'une fois le même contenu, de le republier. Fait que ce type d'outil-là te permet, dans le fond, de dire, OK, voici sur ces 6 profils-là, tu sais, 2 Twitter, 1 LinkedIn, 1 Facebook, je sais pas moi, 2 Instagram, peu importe. Puis tu peux même mettre une photo ici, une vidéo là, puis qu'un lien là. Tu peux personnaliser ça. Après, tu dis dans mon calendrier, je veux qu'il sorte, par exemple, j'ai tout mon calendrier de tous mes profils, où je vois dans une journée là, ma batch de publications différentes là, que je peux déplacer. Mais là, tu le dis, OK, tu vas sortir celui-là mercredi prochain 7h, jeudi pour lui, mercredi pour lui, vendredi pour lui. Et dans 4 mois, on va recommencer. Dans 5 mois, on recommence jusqu'à 1 an. Je fais ça sur 1 an à peu près. Ah ouais. Parce que je peux, comme ça, je peux prendre mes vacances. Je peux respirer. Et c'est le stress, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, j'étais tanné de vivre avec le stress, là, ça m'enlevait du temps de réflexion stratégique, d'avoir à penser à chaque jour de quoi on va parler demain ou de quoi on parle aujourd'hui. On s'est peut-être donné trop de pression en termes de quantité de contenu, mais si tu veux avoir du succès, il faut que tu ailles quand même une certaine régularité. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, on va publier 3 fois par semaine. À un moment donné, il prend goût. On est rendu à chaque jour, là, chaque jour à 7 heures, disons, ou à 8 heures ou à 9 heures, selon la plateforme. Puis là, bon, là, je peux
tomber malade demain, puis tout ça se fait, là, tu sais. T'as combien de semaines, de mois d'avance? Ben, je suis en train de planifier les vacances de l'été, là. OK. Dans le fond, je sais que, tu sais, genre, mais mon Et on est calendrier, en février. mon calendrier est en train d'être fait, mais tu sais, Ouais. ça bouge. C'est sûr que Oui, il y si a c'est du que mouvement du quand même, contenu ouais. un peu gris, Mm. sans touche dans l'actualité, l'algorithme n'aimera pas ça, votre audience n'aimera pas ça. Donc, il faut quand même jouer avec ça, tu sais. OK. Mais c'est sûr qu'à Saint-Valentin, j'ai mis des trucs qui parlaient est-ce que les huîtres sont vraiment aphrodisiaques, par exemple. Est-ce que Cupidon existe, je sais pas, n'importe quoi, là, mais j'essaie de toucher donc des thèmes relativement OK. aux périodes de l'année, puis aussi d'aller puiser dans l'actualité. J'essaie de trouver actuellement là, des articles qui expliquent bien, de manière imagée, qu'est-ce qu'on fait qu'un ballon, hein, on va dire un ballon espion. Là. Ah oui, OK. Bon, Ouais. je ne l'ai pas trouvé. C'est Mais l'actualité du moment. Oui, Ouais. ben, tu sais, le Ouais. scientifique en chef, ce serait le genre de truc, si je trouverais quelque chose qui est fait par un média crédible ou un vulgarisateur que je connais, en qui j'ai confiance. Tu vas le reposter. Exact. Ouais. Puis là, on n'est pas dans mon calendrier de mois d'avance ou non. Mhm. Je pense qu'on de plus en plus, surtout avec TikTok, on l'a tu peux pas faire ça avec TikTok. Là, tu peux le programmer maintenant avec Agora Pulse, là, mais on est très dans la tendance, hein, dans le code du moment, Ouais. dans la danse, la musique, le mouvement. Fait qu'on est beaucoup plus là. Tu sais, si j'avais à consacrer quelque chose à TikTok, ça serait quasiment quelqu'un à temps plein tu sais, qui fait ça, parce qu'il faut aussi l'utiliser pour bien le comprendre. Bien sûr. Mais avec les autres, on peut arriver à faire ça. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, on se désincarne un peu. Ouais. Ça, je le sais. Automatiquement. Automatiquement. Mais de toute façon, c'est déjà un peu du contenu désincarné, donc... Un peu, ouais. Et Agora Pulse, Ouais. ça te permet d'avoir 100% des plateformes sociales. Ouais. Parce qu'il y a comme déjà beaucoup d'outils. Je sais, j'en ai essayé plusieurs, Ouais. mais il n'y avait pas Instagram, Non, il n'y avait c'est pas ça. machin. Celui-là, il y a C'est pour vraiment ça que tout. j'ai aimé le Ok. service en français, puis le fait qu'il y ait toutes les plateformes. Ok. Puis là, ils sont en train de réfléchir à rentrer l'intelligence artificielle pour créer du contenu, parce que Ah ça, oui, il en ok. existe aussi. Mhm. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Tu peux faire tes reels à... Peu importe, là. Je ne dis pas que c'est parfait, là, Non, parce bien qu'il y a sûr. beaucoup de contenu que je me rends compte le matin n'a pas été publié, parce qu'il y a, Ok. il y a des petits bugs, là, c'est normal. Là. Ouais. Mais c'est ça où j'arrêtais de faire mon travail. Là, Ouais. à un moment donné, là. C'est pas gratuit comme outil, évidemment. Non. Donc, c'est ça. tu peux compter facilement un 100 $. Quand on a plusieurs plateformes, là, ça peut aller jusqu'à 100 $ par mois, là, je Ok. pense. Là. Ouais. Donc ça, c'est pour Ça, c'est pour programmer. programmer. Ouais. Créer le contenu avec Canva, je pense que c'est la chose la plus accessible, simple. Je ne suis pas un designer graphique. Je suis juste quelqu'un qui aime la photo, les images, puis gosser. Là. Donc, j'ai appris à gosser, comme on dit au Québec. Comment Après, est-ce qu'on dirait gosser un plat Traficoter. québécois? Traficoter, ouais. traficoter avec l'outil Canva qui est sympathique, qui est marche bien. simple, qui est très aussi, s'adapte avec les tendances du moment. Qui est gratuit pour l'essentiel des fonctions. Ouais, éducationnel aussi, là, je Éducationnel, pense. ouais. Nous, on paye parce que je veux pas. Je veux avoir accès à l'ensemble des photos, des images, des vidéos. Moi, je paye pas, mais comme j'ai une adresse académique, Exact. j'ai l'accès à tout. Fait que tu peux t'inspirer. C'est surtout ça, hein, c'est l'inspiration là, qui nous permet de publier du contenu qui sont parfois différents. Tu sais, autant celui qui est plus corpo hein, pour l'organisation, des programmes. Tu sais, bon, c'est quand c'est rendu qu'on met des images vidéo pour parler d'un programme qui touche sur on veut trouver un stagiaire postdoctoral qui va étudier le littoral de l'île d'Anticosti. Mais avant, ça aurait été je sais pas moi, une trompette annonçant statique, annonçant un programme de Un stage. word art. Maintenant, ben là, il y a une vidéo de l'île d'Anticosti parce qu'il me donne accès à des banques de vidéos. Donc, tu vois même, tu sais, puis je trouve que c'est quand même audacieux pour une organisation comme la nôtre là, d'utiliser des outils comme ça pour faire la promotion de programmes qui sont quand même très spécifiques. Ça, c'est pour le contenu créatif, surtout. D'écouter des podcasts aussi qui touchent les médias Mais sociaux. quel podcast, par exemple, on pourrait écouter? Il y a certainement En si bon terme, clairement, mais il faut sortir de la boîte, tu sais. Puis je pense qu'un podcast que j'apprécie beaucoup, c'est un podcast qui est fait par une boîte de marketing numérique en France. C'est le Super Daily. Super Le Daily. Super Daily. Ok. À chaque jour, c'est leur petite tonne de jingle qui marche bien. Ils sont hyper compétents, sont vraiment à la page là, de l'actualité. Ils vont donner des exemples de qu'est-ce qui marche bien. L'actualité sur Instagram, ces temps-ci, sur TikTok. Donc, c'est en 10-12 minutes contenu. Puis, ils sont sur Twitch, ils sont sur toutes les plateformes en plus parce que les autres, ils n'ont pas le choix de les essayer aussi. Donc, là, vous allez savoir, par exemple, avant, sur LinkedIn, on ne pouvait pas programmer des posts.
Ben, c'est à ce type de podcast qui t'en parle. OK, rumeur, dans 2 mois, nous allons pouvoir programmer enfin d'avance des trucs sur LinkedIn. Je l'aurais jamais su. Puis souvent, même dans l'application, ils te le disent même pas lorsqu'ils le mettent en poste. On peut programmer des posts sur LinkedIn? Oui, depuis à ne peu savais près, pas. depuis à peu près 1 mois et demi. Ok, bon, Ouais. un mois et 2 demi, ça mois, va. 2 Je mois. trouve que c'est honnête de Ben, moi, pas je le pouvais le savoir. faire avec mon outil, mais Ah, pas ok. nativement. Vu Pas que tu n'as pas nativement. l'outil, toi, tu vas le faire dans LinkedIn. Mais là, maintenant, tu peux le faire. Ok. Tu peux le faire. Donc, le Super Daily, ça, c'est un incontournable pour ce qui a vraiment l'actualité réseaux sociaux. Sinon, il faut s'abonner au blog du modérateur que tu connais, qui est une infolettre qu'on reçoit, qui vient de France aussi. Mais je ne connais pas. C'est le blog du modérateur. C'est une infolettre la plus pertinente, là. Les 5 nouveautés à savoir sur Instagram ce mois-ci, qu'est-ce qui va changer. Faut recevoir cette infolette-là pour, OK, si vous utilisez les réseaux sociaux pour valoriser votre contenu, vous êtes à la page avec le blog du modérateur. Ok, je vais aller m'abonner. Exactement. Sinon, il y en a au Québec, là. Il y a des personnages sur LinkedIn de plus en plus qui prennent de l'espace, là. Je les nommerai pas nécessairement, mais c'est un bon moyen, justement, sur un réseau social comme LinkedIn, de suivre ces gens-là. Puis, eux, ils publient du bon contenu, ont peut-être des infolettes, puis ça prend pas beaucoup de temps dans une journée, là. C'était un si bon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter et liker le podcast sur la plateforme à partir de laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.